réalité, la question écologique, elle ne s'est pas installée dans ma création, elle s'est installée dans ma vie. Il faut dire que je suis né dans une ferme, je suis grandi dans la nature, et que la majorité de mon travail, la grande majorité, toujours, c'était des photographies d'extérieur, d'une certaine manière, liées à la nature. Mais à partir d'un moment, on a rentré d'une façon assez nette, assez claire, dans l'écologie, mais en réalité sans savoir qu'on était en train de rentrer vraiment dans l'écologie. C'était un moment qui est difficile dans ma vie. J'avais beaucoup travaillé en Afrique, à l'époque du génocide au Rwanda, travaillé dans la ex-Yougoslavie. J'ai souffert énormément de toute cette violence, de toute cette barbarie que je vis dans mon corps, dans mon esprit. Et j'ai eu une énorme dépression. C'était un moment que j'ai pris la décision d'abandonner la photographie et de retourner au Brésil. C'était au moment que mes parents devenaient très vieux. Ils nous ont donné une ferme, la ferme dans laquelle je suis grandi. En arrivant là-bas, on trouve une terre aussi malade que moi j'étais. Une terre que l'érosion avait détruite, que l'éradication des forêts, pas seulement dans la ferme de mon père, dans toute ma région, avait amené un désastre écologique majeur. Et qu'on a vu qu'installer un projet économique d'agriculture, d'élevage, dans une terre aussi dégradée, c'était compliqué. Et on se posait des questions jusqu'au moment que Lélia m'a formé l'idée de replanter une forêt. Elle dit, pourquoi on ne replante pas la forêt qui était ici avant? On plantera que des arbres natifs, que des arbres d'ici. Et là, c'est sûr qu'elles grandiront. Et on commence à passer à ces projets, et je commence à tourner dans la planète à la recherche des fonds. Et effectivement, on installe ces projets. On commence à planter une forêt, et c'est une ferme relativement grande. Pour récupérer écologiquement cet espace, il fallait planter plus de 3 millions d'arbres. On a accepté les défis et on a commencé à planter les arbres. Et peu à peu, on a vu qu'en plantant en forêt, on était en train d'avoir une technologie de réhabilitation écosystémique à une échelle peut-être jamais vue dans notre région et peut-être au Brésil. On plantait à une échelle de 150-200 000 arbres par année. Et avec les retours des arbres au sol, on commence à voir qu'on avait un retour phénoménal des insectes, des oiseaux. On a eu un retour incroyable de la biodiversité. On a passé de 70 espèces d'oiseaux aujourd'hui à plus de 173 espèces d'oiseaux. On a eu tous les animaux qui commencent à revenir. On a eu toute une vie qui a repris, qui a refait, qui a reconstruit la terre. La terre qui n'avait plus d'eau, nos ruisseaux étaient asséchés. Et l'eau commence à revenir. On voit que la vie tout entière revenait avec le retour de ces arbres-là. Et là, la vie est retournée pour moi aussi. Moi qui étais malade, je n'étais plus malade. Moi qui je ne croyais plus à l'avenir de l'humanité, j'ai commencé à croire à l'avenir du monde, à l'avenir des autres espèces, que c'était possible de reconstituer le monde. Et à partir d'un moment, on commence à découvrir qu'on est complètement dans l'écologie, complètement dans la biodiversité. On commence à devenir militant écologique, ce qu'on n'était pas du tout avant. Et à partir de là, j'ai eu envie de retourner photographier. Et c'est là qu'on a conçu un projet qu'après, on l'appelait de Genesis. Je voulais aller voir tout ce qui n'était pas détruit dans notre planète. Et j'ai découvert que presque la moitié de la planète, à peu près 46% de la planète, était encore comme
au jour de Genesis, comme au jour de début. Ce n'était pas la principale partie de la planète, la principale, la plus facile. On a avancé, on l'a détruit partout au monde, mais c'était les grands déserts, c'était les grandes extensions glacées de la planète, l'Antarctique, une partie de l'Arctique, la Groenlande, les campos de hielo entre le Chili et l'Argentine, la troisième plus grande portion des glaces du monde, encore la forêt amazonienne, la forêt boréale. J'ai commencé à voir qu'il y avait des choses incroyables dans la planète. Et là, je me donnais un cadeau d'y aller vers ces régions. On a conçu un projet de 8 ans d'y aller photographier ces parties de la planète. Quand j'ai commencé, je me préparais pour aller photographier Genesis, je me posais beaucoup de questions. Comment j'allais me comporter devant un arbre, devant une tortue, devant un lion que je n'avais jamais photographié. Jusque-là, j'avais photographié un seul animal, nous, seulement l'espèce humaine. Et je pars, mon première histoire, je voulais voir ce que Darwin avait vu à la fin de son grand voyage, quand il a créé la théorie d'évolution des espèces, que c'était à Galapagos. J'étudiais bien toutes les îles qu'il avait passées à Galapagos. J'ai obtenu une autorisation du Parc national de Galapagos et de la Fondation Darwin. Et j'ai parti pour 4 mois à Galapagos. Et là, j'étais très surpris de découvrir que ce n'était pas différent de photographier un arbre, de photographier une autre espèce d'animal qui est photographier les êtres humains. Il fallait d'abord avoir une grande identification. Vous savez, ces projets de long terme que j'ai fait dans ma vie, j'ai choisi des projets, des sujets que j'avais une énorme identification, que je pouvais tenir les longs termes, et que j'avais une motivation totale de mon âme qui me permettrait de tenir la route pendant 7-8 ans. Et là, j'ai découvert que pour photographier un arbre, il faut aimer l'arbre. Il faut le respecter. Il faut voir qu'un arbre, elle ne peut pas fuir les jours qu'il y a un vent très fort, les jours qu'il y a le feu, les jours qu'il y a tous les intempéries qui viennent, elle est là. Elle résiste. Il y en a une sagesse tellement immense sur un arbre qu'il faut l'aimer, qu'il faut les respecter, mais les respecter profondément. Et des moments qu'on respecte profondément, on aime profondément. Quand on photographie quelque chose qu'on aime, ça prend une autre proportion. Vous savez, j'ai découvert que pour photographier les autres animaux, il fallait que j'essaye de comprendre les systèmes rationnels des autres animaux. Ils m'ont dit un mensonge toute ma vie en disant que je faisais partie de la seule espèce rationnelle du monde. C'est pas vrai. Toutes les espèces sont profondément rationnelles, même les espèces minérales, les espèces végétales et tous les autres animaux. Il y en a une rationalité à l'intérieur de chaque espèce. Et si on essaye de les comprendre, ça facilite la relation qu'on a avec les autres espèces. Je me rappelle bien, le premier animal que je suis allé photographier à Galapagos, c'était une tortue géante, qu'on appelle les Galapagos, et que j'ai venu vers cette tortue, mais c'est des vieilles tortues, des tortues qui ont plus de 150 années d'âge. C'est des personnalités, c'est des êtres qu'il faut respecter, c'est des êtres ridés. Les visages d'une tortue comme ça, c'est incroyable. Une tortue comme ça, elle a vécu pratiquement seule toute sa vie. Elles ont une expérience de vie colossale. Et je voulais essayer de transmettre en photographie cette expérience. Et je suis venu vers une de ces tortues. Mais elle n'aimait pas que je l'approche trop. Je venais, elle partait, même doucement, la tortue ne court pas. Mais je le voulais arrêter pour faire vraiment un portrait, comme on fait un portrait d'un être humain. Elle n'arrêtait pas. J'allais devant elle, elle venait en arrière. À un moment, j'étais tellement fatigué que je m'ai mis des genoux.
Au moment que je m'ai mis des genoux, elle a arrêté, elle marchait devant moi. En regardant la vie que je mets des genoux, elle a tourné. Et là, elle m'a regardé. Et j'ai senti qu'un genou, mes yeux, c'était plus ou moins l'auteur de ses yeux. Là, j'ai compris que quelque chose s'est passé. J'ai marché doucement vers elle, à genoux. Elle n'a pas bougé. J'ai fait un pas en arrière. Là, elle est venue vers moi. J'ai arrêté, elle est venue vers moi. Elle est venue sur moi. Elle a mis sa tête à côté de la mienne. C'était comme un miracle. Et là, je m'accommodais de façon à pouvoir faire son portrait. Et elle m'a permis de faire son portrait. Vous savez, c'était un plaisir tellement immense, toutes ces 8 années que j'ai passées à photographier les espèces minérales, végétales et animales. Il photographiait aussi les êtres humains, mais nous de début. J'essayais de photographier la préhistoire de l'humanité qui existe encore. C'était la partie la plus facile, parce que quand je venais vers les êtres humains, même des êtres humains qui étaient isolés dans la forêt amazonienne, des êtres qui n'avaient pas un grand contact avec notre société urbaine, mais c'était ma communauté. C'était la communauté de l'Homo sapiens. Là, les systèmes rationnels, les systèmes logiques, c'était exactement comme les miens, avec une petite différence de quelques milliers d'années. Une tribu isolée en Amazonie, c'est nous d'il y a 10 000 ans, mais c'est nous encore. C'est l'Homo sapiens encore. Et donc la relation, c'était 1000 fois plus facile. Une personne comme Ansel Adams, il était incroyable pour photographier la nature. Il a fait des paysages colossaux. C'était quelqu'un qui aimait profondément la nature. Curtis, qui a fait des portraits de ces communautés indiennes des débuts des siècles aux États-Unis, il a une participation admirable. Plus récemment, le travail de Yann Arthus Bertrand, je trouve un travail extrêmement important. Possiblement, Yann, ce soit un des artistes qui a plus intensement collaboré à la conscientisation de la planète, énormément en France, qu'on a une planète en danger, qu'il faut les protéger. Donc, je trouve son œuvre extrêmement intéressante et moderne. Je crois que l'art, elle représente la vie, n'est-ce pas? Même l'art, la pièce abstraite, elle est liée avec les choses de la vie. Donc, je crois que l'art, elle doit être intégrée à tout ce qui se passe. Si on vit un moment dramatique, on vit un moment d'un réchauffement accéléré, ça va avoir une modification brutale de la planète. Et donc, l'art, il était toujours appelé à s'exprimer pour des moments dramatiques, pour des moments spéciaux, pour des moments forts de l'existence. Et donc, là, on vit un moment fort. Et je crois que l'art, elle va participer d'une manière incroyable. Parce que quand on vient dans un musée, on trouve l'histoire de l'humanité. Les peintures, les dessins, les sculptures, les écritures, les films, les photographies, représentent notre réalité. Et je crois que l'art, à ce moment, de ce moment très, très, très fort de conscientisation, de ces grands impacts, presque un grand désastre, qui va se passer si on considère ce qu'on vit aujourd'hui, une normalité, va avoir une énorme modification. Et donc, l'art, elle va s'exprimer d'une manière colossale.